Bonsoir à tous et bienvenue à notre numéro 5 des webinaires de Père Felios, des Open de Père Felios. Et nous nous retrouvons une fois encore ce samedi soir pour réfléchir, pour échanger autour d'une thématique de croissance personnelle, de croissance professionnelle. Et comme vous le savez, ces rendez-vous vous sont offerts par Père Felios, qui est un cabinet de formation de coaching et de conseil, que je ne perdrai pas le temps de présenter de nouveau. Vous pouvez nous trouver sur le www.perfelios.com. Et je suis Cyril Bakpa, je suis manager de Père Felios, je suis sapeur de cerveau, je suis formateur et coach certifié. Et une fois encore ce soir, j'aurai le plaisir et le bonheur d'échanger avec vous, de faciliter ces échanges qui, je l'espère, seront suffisamment interactifs pour que nous puissions tous apprendre et ressortir transformés de ces 1h30 d'échanges que nous allons avoir. Nous allons parler ce soir d'une thématique qui est très importante parce qu'elle est au cœur de la réussite de notre vie, elle est au cœur de notre épanouissement en tant qu'individu. Donc, je me permettrai de faire une petite introduction et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. La réussite d'une vie est partiellement liée à celle de la sphère professionnelle. Nous y passons en moyenne 8 heures chaque jour, soit environ le tiers de nos journées. Comment donc être véritablement heureux si nous ne le sommes pas dans la sphère professionnelle? Pourtant, vous conviendrez avec moi que des millions de personnes dans le monde souffrent d'un certain nombre de mal-être dans le domaine professionnel de leur vie. Nous réfléchirons donc ce soir aux clés pour choisir sa carrière et s'épanouir professionnellement. Nous allons le faire au travers de 3 grandes parties, 3 grands principaux points qui vont structurer nos échanges. Dans un premier temps, nous verrons les 3 erreurs à ne pas faire dans le choix de carrière. Ensuite, les 5 questions à se poser en vue d'effectuer son choix ou de l'ajuster s'il a déjà été fait. Et puis pour finir, nous terminerons par 6 pratiques clés pour s'épanouir professionnellement. Mais avant de véritablement commencer par aborder tous ces points, je voudrais, avec votre permission, vous demander peut-être à une personne ou à ceux qui voudraient réagir dans la discussion, vos attentes au début de ce moment de partage, vos attentes. Pourquoi est-ce que vous êtes inscrit? Pourquoi est-ce que vous êtes connecté en ce moment? Qu'attendez-vous de ces 1h30 de partage que nous allons avoir? J'aimerais bien vous lire en commentaire dans la discussion ou si éventuellement quelqu'un veut prendre la parole, nous nous ferons le plaisir de la lui donner. Bien sûr, je vous demanderai de le faire assez rapidement pour que nous ne perdions pas plus de temps. Alors, quelles sont vos attentes? Quelle est votre attente principale en vous inscrivant pour ce webinaire et en vous connectant ce soir? Quelqu'un voudrait-il bien partager ses attentes avec nous? Est-ce que quelqu'un veut partager ses attentes avec nous? Vous pouvez écrire dans la discussion ou éventuellement lever la main et je vous donnerai la parole. Est-ce que quelqu'un veut partager ses attentes avec nous? Alors, je lis les attentes de M. Jérôme qui dit que son attente principale, c'est de pouvoir, à l'issue de ce webinaire, avoir les clés
pour bien concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Alors, merci, Monsieur Jérôme. Je pense que, voilà, sa vie personnelle, sociale et toutes les autres sphères de sa vie. Je pense que vous aurez des éléments au cours de ce webinaire pour répondre à ces attentes-là. Sinon, vous aurez toujours la possibilité tout au long de nos échanges de poser des questions pour voir éclaircir vos points d'ombre et atteindre l'objectif que vous venez de mentionner à l'issue de cette formation de ce soir. Alors, sans plus attendre, nous allons voir le premier point, les 3 erreurs à ne pas faire dans le choix de carrière. Nous avons tous été confrontés, ou en tout cas, nous sommes tous appelés à être confrontés à un moment ou à un autre de notre vie à des choix, et plus spécifiquement des choix dans la sphère professionnelle de notre vie. La plupart du temps, ces choix commencent déjà par le choix de formation, c'est-à-dire lorsque nous arrivons à l'université, dans la multitude des offres de formation qui sont disponibles, la question du choix se pose déjà. Et ce choix de formation influence en grande partie le choix de carrière que nous ferons par la suite. Mais après avoir fini la formation et avant d'entrer dans la vie active, nous avons encore là la possibilité de véritablement effectuer le choix du métier que nous voulons faire parce que ce n'est pas forcément les métiers dans lesquels nous nous sommes formés. Je parle de formation initiale à l'université. Ce n'est pas forcément dans les métiers de nos études que nous nous orientons toujours. Mais dans ce choix-là, qui est crucial, il est important de faire attention de ne pas faire certaines erreurs. Et nous en parlons parce que beaucoup de gens aujourd'hui font ces erreurs-là qui finissent par compromettre leur épanouissement et leur bonheur en tant que personne et qui finissent donc par agir sur leur productivité dans leur entreprise et leur façon de vivre de façon globale dans les différentes sphères de leur vie. Nous allons donc voir ces 3 erreurs-là, de sorte à ce que, 1, nous puissions éviter de les faire si nous n'avons pas encore fait le choix de nos carrières. Dans tous les cas, nous avons toujours la possibilité de revoir nos choix. Ou bien, voir en fait quels ont été les déterminants des choix, des carrières dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et est-ce que ces déterminants sont en concordance avec ce qui devrait être? Donc, la première erreur à ne pas faire lorsque l'on veut choisir une carrière ou un métier, c'est de tomber dans le piège de choisir un métier pour son prestige. Je répète, tomber dans le piège de choisir un métier pour son prestige. Et vous savez, nous tombons souvent dans ce piège-là de par l'influence de la société sur nous. Beaucoup tombent dans ce piège en écoutant l'environnement social dans lequel ils sont. Pourquoi? Parce que socialement, il existe un certain nombre de métiers, de carrières qui sont valorisés. Lorsque vous vous référez à notre environnement, par exemple, être médecin, avocat, je ne sais pas quoi d'autre, architecte, etc., sont des professions qui sont valorisées socialement et donc qui suscitent un certain intérêt de la part de la majorité des personnes. Mais ce que nous perdons de vue lorsque nous faisons nos choix, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de ce que les gens en pensent, mais il s'agit surtout de comment est-ce que je me sens en exerçant le métier. Je répète, il ne s'agit pas de ce que les gens en pensent, mais il s'agit de comment est-ce que je me sens en exerçant le métier. Je vais donner un exemple.
Ce n'est pas parce qu'une chaussure de femme coûte très cher, que la chaussure est belle, que la chaussure est, je ne sais pas, recherchée, etc., que je vais la porter alors que je suis un homme. Je ne la porterai pas parce que cette chaussure-là ne me va pas, même si je trouve qu'elle est très belle. Et en réalité, c'est l'erreur que nous faisons en faisant le choix de nos métiers. Ce n'est pas parce que le métier est beau, que le métier est prestigieux, que je vais tout de go le choisir sans me demander est-ce que cela me va à moi en fonction de qui je suis. Donc, la première erreur que nous devons éviter de faire, c'est de choisir un métier pour son prestige. Parce que le but, ce n'est pas d'exercer une profession prestigieuse. Le but, c'est de vous sentir épanoui dans l'exercice du métier que vous faites. Et rien ne peut remplacer votre épanouissement dans le cadre professionnel, même pas le prestige du métier que vous exercez ou le respect que les gens vont avoir pour vous parce que vous exercez tel ou tel métier. Donc, première erreur à ne pas faire, choisir un métier pour son prestige. La seconde erreur, qui en partie est très en lien avec la première que nous venons de voir, c'est ne pas se poser les bonnes questions. Parce que faire des choix, quel que soit le domaine, c'est répondre à des questions. Il y a Jean-Paul Sartre qui dit que choisir, c'est renoncer. Cela veut dire que lorsque je fais le choix de A, je renonce à B, à C, à D, etc. Donc, avant de faire ce choix-là, je dois me poser les bonnes questions qui me permettront de décider d'aller avec A et d'abandonner B, C, D, E et toutes les autres lettres de l'alphabet. Malheureusement, les questions que nous nous posons souvent lorsque nous voulons choisir nos métiers, c'est quoi? Je vais vous laisser la question. Quelles sont les questions que vous êtes posées ou que vous pensez que les gens se posent souvent quand il s'agit de choisir le métier qu'ils vont exercer? Selon vous, quelles sont les questions que les gens se posent de façon générale, selon vous? Vous pouvez écrire ou lever la main. Quelles sont les questions que les gens se posent avant de choisir leur métier? Voilà, Jérôme dit quel métier marche le plus? Quel métier marche le plus? Une autre question, c'est quel métier paie le plus? Donc, nous restons juste dans quel secteur on recrute, dans quel métier on paie bien, etc. Donc, nous nous posons des questions relatives au contexte externe, à l'environnement externe, sans nous poser les questions qui juge et est-ce que je suis fait pour ce métier-là qui semble être bien payé? Parce que, quoi que nous puissions dire, nous ne sommes pas faits pour tous les métiers. Quel que soit le niveau d'intelligence que vous avez, vous ne pouvez pas être appelé à faire tous les métiers. Et je voudrais faire une nuance. Ne pas être appelé, ce n'est pas une question d'aptitude. Parce que vous allez voir des gens qui ont de bons résultats scolaires et s'il s'agissait juste d'une question d'aptitude, peuvent réussir dans beaucoup de domaines parce qu'ils ont la capacité de comprendre les choses, etc. Mais ça ne peut pas justifier
que vous choisissez un domaine simplement parce que vous comprenez le domaine. Ce qui justifie le choix d'un domaine donné, c'est le fait que, qu'en exerçant la chose, vous puissiez ressentir du bonheur, vous puissiez ressentir un certain bien-être dans l'exercice de ce métier-là. Alors, je n'exclus pas les questions de contexte du monde de l'emploi, c'est-à-dire les questions liées à quels sont les débouchés de la profession par rapport à l'environnement dans lequel je suis. Est-ce que c'est pertinent? Ce sont bien sûr des questions qu'il faut se poser. Mais ces questions ne doivent pas prédominer sur des questions qui sont rapport à vous et à ce que vous êtes appelé à faire pour être épanoui. Je répète, ces questions ne doivent pas prédominer sur ce que vous êtes appelé à faire en tant qu'individu et sur ce que vous ressentez au fond de vous-même. Vous pouvez prendre de nombreux exemples. J'ai un aîné qui me disait un jour, alors qu'on était en train d'échanger, et il rapportait que c'est l'un de ces aînés qui avait l'habitude de dire que quel que soit le métier que vous exercez, lorsque vous faites partie des meilleurs dans le domaine, vous allez forcément tirer votre épingle du jeu. Je répète, quel que soit le métier que vous exercez, lorsque vous faites partie des meilleurs dans le domaine, vous allez forcément tirer votre épingle du jeu. Mais l'une des conditions pour devenir meilleur dans un domaine, et là, je me réfère à ce qu'on appelle la théorie des 10 000 heures, l'une des conditions, c'est que vous devez vous exercer dans le domaine. Vous devez travailler votre excellence. Et pour travailler votre excellence dans un domaine, il faut que vous ayez un minimum de passion de la chose. Et vous ne pouvez avoir cette passion si la seule question que vous vous êtes posée avant de choisir le domaine, c'est est-ce que ça paie bien? Donc, en réalité, la question des débouchés est importante. La question de savoir est-ce que dans l'environnement, ce métier paie, est-ce qu'il y a des opportunités, etc., elle est importante, mais elle n'est pas plus importante que la question est-ce que je suis fait pour ce métier? Donc, la seconde erreur que nous faisons très souvent, c'est que nous ne nous posons pas les bonnes questions. Troisième erreur que nous faisons, c'est que nous nous contentons de suivre les traces de quelqu'un. Et cela arrive surtout dans des familles où l'enfant est emmené à suivre les traces de son père, de sa mère, parce que ce dernier, soit a construit une carrière dans le domaine et il souhaite que ses enfants suivent ses traces, ou bien ce dernier aurait voulu construire une carrière dans le domaine et puis, parce qu'il n'a pas pu le faire, il souhaite réaliser ce rêve-là au travers de ses enfants. Mais en réalité, je le répète encore, c'est un piège. C'est un piège, c'est un gros piège qui va finir par se fermer sur la personne en question. Vous allez voir aujourd'hui des personnes qui exercent des professions prestigieuses, mais qui ne sont pas heureuses. Qui ne sont pas heureuses simplement parce que cela est vécu par eux comme un véritable poids. Vous allez voir des gens abandonner leur poste dans des prestigieuses institutions internationales. Je regardais un reportage dernièrement où une dame était chef, représentant d'une institution internationale dans un pays. Et puis, à un moment donné, elle choisit de tout arrêter pour aller se consacrer à l'agriculture.
Donc, elle était très bien payée avec quoi? Tout ce que pouvait avoir un fonctionnaire international, qui plus est un représentant de l'institution, mais elle avait tout abandonné pour aller se consacrer à créer une ferme agricole. Pourquoi? Parce que c'est ce qui parlait à son cœur. Et elle disait que malgré les difficultés qu'elle pouvait rencontrer sur le terrain, dans un domaine comme l'agriculture, elle ne peut pas comparer la qualité de vie qu'elle a eue à partir de ce choix-là à ce qu'elle avait dans son métier de représentant d'une institution internationale. Et ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de moyens, parce que naturellement, elle avait une vie plus confortable en termes matériels en tant que représentant d'une institution internationale. Mais elle avait la paix du cœur et le bonheur d'être dans la mission pour laquelle elle a été suscitée, dans la carrière qui correspond à qui elle est, en allant embrasser, le travail dans sa ferme agricole. Donc, les 3 erreurs que nous ne devons pas faire, c'est, première erreur, je reviens dessus, première erreur, choisir un métier pour son prestige. Ne choisir un métier que pour son prestige. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui font des choix de métier parce que j'aurai la possibilité d'aller en costume au travail tous les jours. J'aurai la possibilité d'avoir une certaine forme de respect social. Donc, je choisis le métier là. C'est un piège, un très mauvais piège. La seconde erreur, c'est de ne pas se poser les bonnes questions. Et nous avons vu en partie certaines des mauvaises questions que nous nous posons quand nous faisons le choix de nos carrières. La troisième erreur à ne pas faire, c'est de vouloir suivre les traces de quelqu'un sans se demander, est-ce que je suis à même, est-ce que je peux m'épanouir en suivant les traces de celui-là? Alors, je ne sais pas si à ce niveau-là, vous avez une question, chers amis, une ou des questions. Sinon, nous allons enchaîner avec la seconde partie, 5 questions à se poser en vue d'effectuer son choix ou de l'ajuster. Donc, nous avons dit tout à l'heure, erreur numéro 2, si je me souviens bien, erreur numéro 2, ne pas se poser les bonnes questions. Donc, nous allons maintenant voir quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser quand on veut effectuer son choix ou l'ajuster. Quelles sont ces bonnes questions-là que chacun de nous devrait se poser lorsqu'il veut effectuer un choix de carrière? Mais j'insiste sur le fait que ne pas se poser ces bonnes questions ne vous empêche pas de vous les poser aujourd'hui. J'ai donné l'exemple de cette dame qui a abandonné sa carrière dans une institution internationale pour revenir au métier de son cœur, au métier de son choix. Cela veut dire que nous avons toujours la possibilité de refaire un choix en adéquation avec nous-mêmes. Je ne dis pas que ce choix se fait sur un coup de tête, mais vous avez la possibilité de préparer votre retour dans le métier de votre cœur. Mais pour cela, il faut déjà que vous soyez capable de le connaître. Donc, 5 questions à se poser en vue d'effectuer un choix ou de l'ajuster. Je pense qu'il n'y a pas de questions, donc je vais avancer. La première question, la plus importante, celle qui résume d'ailleurs toutes les autres, c'est de vous demander qui suis-je? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et cette question va me faire vous renvoyer à un de nos webinaires précédents que nous avons tenu. Le webinaire Se connaître en 19 questions. Se connaître en 19 questions qui est disponible sur notre chaîne YouTube Père Félios.
Et vous pouvez retrouver ce webinaire où nous revenons en détail sur la question de la connaissance de soi. Et lorsque vous allez finir de regarder cette vidéo-là, vous aurez tous les éléments, en tout cas le maximum d'éléments pour répondre à la question « Qui suis-je ?» Et ce qui suis-je est la base de toutes les décisions que vous devez prendre dans votre vie. Et plus spécifiquement, des décisions que vous allez prendre dans le cadre de votre vie professionnelle. Parce que sans cela, vous allez faire des choix qui ne vont pas vous rendre heureux, qui ne vont pas vous épanouir. Donc, question à se poser, qui suis-je? Et ça me permet de faire ce petit partage-là. Je vais le faire tout à l'heure. Je vais le faire une minute. Je pense que quelqu'un a une difficulté. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, donc, je disais que je vais vous raconter une histoire tout à l'heure. Mais avant, nous allons pouvoir avancer avec la deuxième question. La deuxième question qui dit « Quels moyens ai-je à disposition ?» Une fois que j'ai répondu à la question « Qui suis-je ?» je dois pouvoir m'interroger sur les moyens que j'ai à disposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me connais, je me suis posé la question qui suis-je et j'ai trouvé des éléments de réponse à ma question. Et ces éléments de réponse m'ont permis de voir ou d'entrevoir un certain nombre de métiers que je peux exercer. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement, dans un monde capitaliste où tout ce que vous voulez faire a un prix. Et quand je dis prix, je parle en premier lieu de ressources financières. Et donc, ce n'est pas simplement parce que vous êtes appelé à faire un métier que décider de le faire va vous permettre de réaliser ce vœu-là. Vous devez pouvoir réunir les moyens de votre choix. Vous devez pouvoir, comme on le dit, avoir les moyens de vos ambitions. Et pour cela, vous devez vous interroger sur les moyens que vous avez à disposition. Vous vous êtes rendu compte, par exemple, que vous voulez devenir pilote. Mais est-ce que vous avez les moyens de devenir pilote? Est-ce que vous avez les moyens matériels, financiers de suivre le cursus qui va vous permettre de devenir pilote? Si tel n'est pas le cas, ça veut dire que vous devez réfléchir à votre choix. Réfléchir à votre choix. Je sais que des gens vont me demander, mais dans cette condition, comment on fait? Je vais y répondre rapidement et peut-être, si quelqu'un a une question plus précise, je pourrais compléter la réponse. Dans ces conditions, comment on fait? Quand je me rends compte que je n'ai pas les moyens de mon métier que je vise, je dois pouvoir voir que me permettent de faire les moyens que j'ai aujourd'hui. Vous savez, quand on parle de métier ou de carrière de nos rêves, il y a toujours une gradation par rapport aux différentes possibilités de carrière dans un domaine donné. Je prends par exemple l'exemple des métiers de la santé, par exemple. Quelqu'un, dans son questionnement sur le qui suis-je, peut trouver que son appel, c'est de devenir médecin ou médecin chirurgien spécialisé dans la chirurgie plastique. C'est son appel.
Maintenant, cette personne peut se rendre compte qu'elle n'a pas les moyens dans l'immédiat pour faire une spécialisation ou pour s'inscrire même dans des études en médecine. Mais dans le champ des métiers de la santé, il y a beaucoup d'autres professions qui peuvent lui être accessibles au vu de ses moyens. Par exemple, technicien de laboratoire, technicien de je ne sais quoi. En tout cas, il existe des métiers autour des métiers de la santé. Je ne sais pas qui, je vois CC, je ne sais pas de qui il s'agit, mais la personne a un souci avec son écran, donc ça perturbe ce que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas de qui il s'agit. Est-ce que la personne nous reçoit? Parce que c'est elle qui est en train de tracer sur l'écran. Une minute, permettez que je fasse cela. OK. Alors donc, est-ce que vous me recevez? Est-ce qu'on me reçoit? Donc, je disais que l'analyse des moyens à disposition va vous permettre de voir dans le champ des métiers que vous envisagez, ce que vous pouvez faire euh, par rapport aux moyens que vous avez. Et vous devez comprendre que ce n'est pas parce que je choisis de faire tel métier à l'instant T que mon rêve doit se limiter à ce métier-là. Beaucoup de personnes ont commencé au bas de l'échelle et progressivement ont continué par poursuivre leurs rêves jusqu'à arriver au niveau où ils souhaitaient. Donc, vous devez comprendre que si vous avez un rêve dont vous n'avez pas les moyens aujourd'hui, vous pouvez déjà viser un échelon intermédiaire en attendant de continuer par poursuivre votre rêve. L'essentiel, c'est de ne pas perdre de vue le rêve et de ne pas aller vous enfermer dans la prison d'un métier qui ne vous plaît pas du tout et qui vous empêche de vous épanouir. Donc, seconde question à se poser, quels sont les moyens que j'ai à disposition? Troisième question, quel est mon projet professionnel? Et qu'est-ce qu'on entend par projet professionnel? On entend par projet professionnel le parcours que j'envisage du point de vue professionnel. Qu'est-ce que je veux devenir professionnellement? Qu'est-ce que je veux devenir professionnellement? Dans quel cadre je veux devenir cela? Quelles sont les responsabilités que je veux avoir? Quelles sont les compétences que je dois mobiliser pour avoir ces responsabilités-là? Donc, c'est tout cela qui rentre dans votre projet professionnel. Et vous comprendrez aisément qu'en fait, le projet professionnel est un peu comme la feuille de route ou le plan d'action qui va vous permettre ou qui va vous guider dans les choix que vous allez faire pendant votre carrière. Il y a Jack Ma. Jack Ma, c'est le fondateur de Alibaba. Je pense que beaucoup d'entre nous le connaissent. Qui, dans une vidéo, il donnait des conseils. Je crois qu'il répondait à la question, qu'est-ce que quelqu'un qui veut réussir, quels sont les choix qu'il doit faire aux différents âges de sa vie. Et Jacques Ma disait que lorsque vous avez moins de 30 ans, vous avez entre 20 et 30 ans, ce qui doit le plus vous préoccuper, pardon, ce qui doit le plus vous préoccuper, ce n'est pas tant combien je gagne, mais c'est qu'est-ce que j'apprends et avec qui j'apprends. Donc, Jacques m'a dit qu'à 20 ans, 20, 30 ans, vous devez chercher quelqu'un
un mentor que vous suivez et avec lequel vous apprenez le métier que vous voulez exercer. Si ce n'est pas un mentor, vous cherchez un environnement professionnel où vous n'allez pas simplement pour de l'argent, mais où vous allez pour affiner vos compétences. Parce que ce que nous oublions très souvent, c'est que sur le marché de l'emploi, comme le nom l'indique, c'est un marché. Et quand on dit marché, on parle de l'offre et de la demande. Et ce qu'on offre sur le marché de l'emploi, c'est des compétences. Et c'est ces compétences-là qui justifient, c'est la qualité de ces compétences qui justifie le niveau de rémunération que vous avez. C'est pour ça qu'on ne va pas payer de la même façon le pilote d'avion et le chauffeur d'un véhicule. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Le niveau de compétence pour exercer les métiers ne sont pas les mêmes. Donc, si vous voulez faire des choix de carrière, vous devez définir votre projet professionnel, comprendre où est-ce que je veux aller, à quel moment est-ce que je veux y arriver. Par rapport à ça, quels sont les choix que je veux faire aujourd'hui? Vous prenez par exemple l'exemple des footballeurs professionnels. Vous allez voir que dans beaucoup de cas, des footballeurs professionnels en début de carrière, quand ils sont appelés par les grands clubs, il y en a qui n'y vont pas directement. Ils n'y vont pas et ils vont dans des clubs moyens pour pouvoir continuer par avoir du temps de jeu et progressivement arriver à avoir la notoriété qui leur permet d'accéder aux grands clubs. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils font ça parce qu'ils comprennent que dans les grands clubs, ils vont avoir des difficultés à avoir du temps de jeu. Or, quand tu ne joues pas, tes compétences ne sont pas suffisamment valorisées et tu perds de la valeur en tant que joueur. C'est la même chose sur le marché de l'emploi. Lorsque vous visez de grosses structures alors que vous êtes un débutant, vous allez arriver dans la structure et vous n'allez peut-être pas avoir l'opportunité d'exercer vos compétences comme il faut. Résultat, après 5-10 ans, vous allez toujours être au même niveau et vous allez vous plaindre. Alors que vous auriez pu faire le choix de débuter dans un environnement plus modeste où vous affinez vos compétences et où vous grandissez progressivement. Donc, la question « Quel est mon projet professionnel ?» est une question essentielle lorsqu'on est en train d'opérer un choix de carrière. Quatrième question qu'il faut se poser. Où trouver l'information ou les ressources nécessaires? Où trouver l'information ou les ressources nécessaires? Parce qu'un choix de carrière, c'est au-delà de tout. Je l'ai dit tantôt, on choisit. Quand on choisit A, on abandonne B. On choisit sur la base d'un certain nombre d'informations qu'on a. Mais comment est-ce que je choisis si je n'ai pas les bonnes informations? Comment est-ce que je choisis un métier, une carrière, si je ne sais pas en quoi consiste le métier? Comment est-ce que je choisis si je ne sais pas en quoi consiste le métier? Et donc, dans le choix de carrière, l'une des questions que nous devons nous poser, c'est en quoi cela consiste. Je donnais tout à l'heure l'exemple de la dame qui a abandonné sa carrière de fonctionnaire international pour revenir au champ, à l'agriculture. Mais ce que nous pouvons perdre de vue quand c'est dit comme ça, c'est que nous pouvons penser que c'est sur un coup de tête qu'elle s'est levée un matin puis elle est partie au champ. Cela ne se fait jamais comme ça. C'est qu'avant de faire ce nouveau choix-là, elle a dû certainement prendre le temps
de trouver les informations. Et quand on dit trouver l'information, c'est aussi trouver la formation qu'il faut pour pouvoir embrasser le métier de son cœur qui est gérer une ferme, faire de l'agriculture. Vous pouvez aujourd'hui avoir fait le droit et vous rendre compte que ce qui vous passionne, c'est le domaine cosmétique. Vous n'allez pas vous lever du jour au lendemain et puis commencer par ouvrir une boutique pour fabriquer du savon alors que vous n'avez pas de compétences dans le domaine. Cela veut dire que pendant que vous êtes en train de réaliser votre choix de carrière, vous devez identifier les endroits où vous trouvez l'information et les ressources nécessaires à la réalisation de ces choix-là. Donc, quatrième question, pour trouver l'information et les ressources nécessaires. Cinquième question, très importante, en quoi ce choix donne-t-il un sens à ma vie? En quoi est-ce que le choix de ce métier donne-t-il un sens à ma vie? En d'autres termes, qu'est-ce que cela va m'apporter? Qu'est-ce que cela m'apporte de choisir ce métier-là? Qu'est-ce que cela m'apporte? Qu'est-ce que l'exercice de ce métier va m'apporter? Donc, c'est une question essentielle qui est en relation avec la question qui suis-je? Parce que le même métier n'apporte pas la même chose à tout le monde, naturellement. Certains vont y trouver beaucoup de plaisir, alors que d'autres vont trouver cela très contraignant. Pourquoi cette différence? Parce que nous ne sommes pas les mêmes personnes. Nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas été moulés dans les mêmes environnements. Nous n'avons pas été suscités pour la même raison. Parce que ce que nous disons là est très fortement en relation avec la raison même pour laquelle nous sommes sur Terre. Donc, en quoi est-ce que ce choix donne-t-il du sens? Donne-t-il un sens à ma vie? Donc, voilà les 5 questions qu'il faut se poser quand on veut réaliser un choix de carrière. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mais avant les questions, je disais tout à l'heure que je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire, je vais y aller rapidement. C'est une histoire personnelle. C'est ce que j'ai vécu dans je vais dire, le choix de formation d'abord. Et puis, naturellement, le choix de formation oriente grandement le choix de carrière. Alors, quand j'ai eu mon bac, il y a, ça fait déjà ça fait déjà plus d'une dizaine d'années, largement. Et quand j'ai mon bac, j'ai un bac C4. Donc, quand j'ai mon bac, vous savez, quand on a un bac C4, l'orientation directe vers lesquels on tend, c'est les métiers scientifiques, donc ingénieur, informaticien, médecin à la limite. Et moi, j'ai toujours cru, en tout cas pendant tout mon parcours au lycée, que je voulais devenir médecin. Et par un concours de circonstances, je ne suis pas retenu à la faculté de médecine. Donc, je ne suis pas retenu. Ça veut dire que le rêve, et puis en fait, je dirais même aujourd'hui que ce rêve-là, ce n'était pas un vrai rêve parce que à l'époque déjà, c'était parce que je ne me connaissais pas suffisamment que je pensais que c'était ce que je devrais faire. Donc, parce que je n'arrive pas à m'inscrire en faculté de médecine, à partir de ce moment-là, je commence par me poser les bonnes questions parce que c'était une année que j'étais en train je perdais l'année parce que
je n'avais plus la possibilité de m'inscrire réellement dans ce que je voulais. D'ailleurs, parce que je ne fais plus la médecine, je ne sais plus ce que je voulais. Donc, il me fallait prendre le temps de réfléchir. Donc, j'ai pris l'année pour réfléchir, bien que j'étais inscrit en faculté des sciences, donc en mathématiques précisément. Mais je savais que je n'allais pas faire ça parce que ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait du tout. Donc, pendant toute une année, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Je me suis posé des questions et au fil de mes réflexions, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'est l'homme, le comprendre, faire en sorte de travailler à ce qu'il soit heureux, épanoui, le voir évoluer, etc. Donc, en m'interrogeant, en continuant de m'interroger, je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment faire, c'était un métier en rapport avec l'humain. Et pour pouvoir comprendre l'humain, il n'y avait pas de meilleure science que la psychologie. Donc, c'est comme ça que je décide de m'inscrire en psychologie. Et quand je décide de le faire, à l'époque, quand, quand tu as un bac C et que tu décides de faire la psychologie, ça paraît bizarre. Aujourd'hui encore, ça peut paraître bizarre pour beaucoup de personnes. Mais pour moi, je ne pouvais pas faire un meilleur choix. Et ce choix-là a influé sur beaucoup de choses qui se sont passées après, sur le métier que j'ai choisi, le métier que j'ai fait. Ensuite, tout ce que je fais aujourd'hui est lié à ce choix-là. Et j'estime que j'exerce un métier en adéquation avec qui je suis. Et j'aurais été moins heureux ou plus malheureux si je n'avais pas l'occasion d'exercer ces métiers-là que j'exerce. Si j'avais juste suivi ce à quoi me destinaient les études ou le bac que j'ai eu. Parce que la plupart des champs liés à ce domaine, la maths, physique, etc., ne m'intéressaient pas du tout. Et ce n'étaient pas des choses dans lesquelles je pouvais m'épanouir. Donc, c'est pour dire qu'en fait, la question du choix de carrière, c'est une question essentielle. C'est une expérience personnelle que chacun est appelé à faire. Et au-delà, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que en fait, il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. Vous pouvez à un moment donné vous tromper en raison d'un certain nombre de contextes qui font que vous ne faites pas le bon choix au moment où il fallait, mais vous avez toujours la possibilité de réanalyser votre vie, de vous poser les bonnes questions pour finir par faire le choix de votre cœur, le choix qui vous correspond, qui est en adéquation avec la personne que vous êtes au fond de vous-même. Donc voilà quelques éléments sur les questions et puis ce petit partage-là. Je ne sais pas, je ne vois pas de mails ni de questions dans la discussion. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? On avance? Est-ce qu'on peut avancer? D'accord. Alors, nous allons continuer avec 6 pratiques pour s'épanouir professionnellement. 6 choses que vous devez faire pour vous épanouir professionnellement. Et je précise que ce sont 6 choses à faire
même quand vous êtes en train d'exercer un métier dans lequel vous ne vous sentez pas tout à fait. Parce que le fait de basculer d'un métier à un autre, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il y a un certain nombre de considérations que vous devez prendre en compte. Et donc, pendant que vous êtes en train d'exercer un métier, même si ce n'est pas le métier idéal que vous rêvez d'exercer, vous devez quand même trouver les voies et moyens pour vous épanouir. Et ce sont ces voies et moyens-là que nous allons voir dans ces 6 pratiques pour s'épanouir professionnellement. La première pratique, c'est le principe du focus sur la lumière. Le principe du focus sur la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans votre environnement professionnel, vous devez concentrer votre esprit sur les choses qui vont bien. Je répète, si vous voulez être épanoui professionnellement, vous devez concentrer votre esprit sur les choses qui vont bien dans votre environnement professionnel. Pourquoi? Parce que dans tous les environnements, naturellement, même dans nos familles, il y a des choses forcément qui ne vont pas bien. Et notre attitude par défaut en tant qu'humain, c'est de nous concentrer sur ces choses qui ne vont pas bien et de nous plaindre constamment. Et parce que nous sommes en train de nous plaindre, la conséquence, c'est que nous sommes permanemment frustrés. Alors que lorsque nous regardons bien, il y a forcément des choses dans l'environnement où nous sommes qui vont bien, des choses à féliciter, des choses à encourager. Et lorsque nous nous en tenons à des principes psychologiques, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce sont les choses auxquelles vous accordez le plus d'attention qui vont être le plus visibles par vous, qui vont vous donner l'impression de se répéter de plus en plus dans votre, comment est-ce que je vais dire ça, dans votre vécu. Je vais prendre un exemple. Supposons que vous soyez là et que vous voulez acheter une voiture. Donc, vous vous dites que je vais acheter une voiture et le véhicule que je vais acheter, c'est une Toyota Yaris, par exemple. Je vous assure qu'à partir du moment où vous avez décidé d'acheter cette Toyota Yaris-là, vous allez commencer par voir de plus en plus de Toyota Yaris lorsque vous sortirez. Pourquoi? Parce que votre attention est désormais sensible à ce véhicule-là. Votre cerveau est désormais orienté sur le fait d'identifier ce véhicule en circulation, même si vous ne le faites pas consciemment. Et c'est ce qui se passe dans tous les domaines de notre vie. Quand vous décidez de vous concentrer, de concentrer votre esprit sur quelque chose, la chose a tendance à s'amplifier. La chose a tendance à être de plus en plus présente dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle vous devez, dans votre environnement professionnel, concentrer votre esprit sur ce qui va bien, sur la lumière. Être reconnaissant pour cette lumière-là. Et c'est cela qui va vous mettre dans un état d'esprit positif. Parce que l'état d'esprit positif est la base de l'épanouissement. L'état d'esprit positif est la base de la réalisation de tout ce que vous allez vouloir faire après. Si votre état d'esprit n'est pas bon à la base, vous ne pouvez pas espérer faire du résultat avec un état d'esprit négatif. Donc, premier principe très important, lorsque vous souhaitez vous épanouir professionnellement, c'est le principe du focus sur la lumière. Concentrez-vous sur la lumière qu'il y a dans votre environnement professionnel. Concentrez-vous sur les choses qui vont bien.
Et progressivement, les choses vont aller de mieux en mieux. Deuxième principe qui est beaucoup plus en rapport avec vous en tant qu'individu, faites de la qualité de votre travail votre marque. Je répète, faites de la qualité de votre travail votre marque. Il y a un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. Ce piège-là, c'est de faire un mauvais travail en ayant l'impression de punir leur patron, en ayant l'impression de punir l'entreprise dans laquelle ils sont, et parce que peut-être ils estiment que les conditions ne sont pas bonnes, etc. Ou bien tout simplement, ils estiment qu'ils sont en train de faire un métier qui n'est pas le métier de leur cœur. Mais ce que nous oublions souvent, c'est qu'en fait, toutes les choses que vous faites, font partie de votre marque personnelle. Ce sont en quelque sorte les empreintes que vous laissez dans le monde. Un peu comme lorsque vous marchez, que vous posez des pas dans le sable, vous laissez des empreintes. C'est de la même manière que le travail que vous faites est une empreinte de votre marque. Et lorsque quelqu'un voit ce travail, la personne ne s'interrogera jamais sur le contexte dans lequel vous avez fait le travail. La personne va juste rapporter le travail à qui vous êtes et va vous juger par rapport à la qualité du travail qu'il voit. Et ce n'est pas une question de maintenant, c'est une question, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais le travail que vous avez fait aujourd'hui, la réputation qui va découler de ce travail-là va continuer par vous poursuivre jusqu'à la fin de vos jours et même après vos jours. Cela me rappelle l'histoire d'un monsieur qui avait exercé. Donc, le monsieur avait exercé quelque part et le monsieur avait fait toute sa carrière mais n'était pas devenu riche. Donc, un fonctionnaire normal. Il avait fait une très bonne carrière. Il avait marqué ses collègues et l'entreprise dans laquelle il avait travaillé. Mais naturellement, le salaire ne rend pas riche. Et donc, il n'était pas mort immensément riche. Et ses enfants se plaignaient du fait que leur papa ne leur avait rien laissé, ou en tout cas pas grand-chose. Et ils se plaignaient de cela jusqu'au jour où l'un d'entre eux va chercher du travail. Il va chercher du travail et il tombe sur une personne qui connaissait leur père. Et alors que le processus de sélection devait durer pendant un certain temps, cette personne lui dit que par rapport à l'image qu'il a de son père, du père du candidat, par rapport à ce que son père lui a apporté, le processus ne va plus se poursuivre, mais il le prend immédiatement en ayant l'espoir qu'il aura ne serait-ce que la moitié de la qualité de son père. Mais vous voyez que le père est décédé. Le père était décédé depuis un moment. Mais sa marque, la qualité de travail qu'il a fait, continue d'avoir une incidence même après son décès. Et ça, nous ne devons jamais le perdre de vue. Ne faites pas un travail en fonction de ce qu'on vous paie pour le travail. Que l'on vous paie 5 000 ou que l'on vous paie 10 millions, assurez-vous de faire un travail d'excellente qualité. Bien sûr, quand on vous donne de plus gros moyens, vous avez la possibilité de le faire encore mieux.
Mais ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas donné de moyens que vous allez le faire mal. Parce que l'on ne vous jugera pas suivant le contexte dans lequel vous avez fait le travail, mais l'on vous jugera juste sur la qualité du travail. Donc, si vous considérez que les conditions ne sont pas bonnes pour faire le travail là, il vaut mieux vous retirer de là, de sorte à ce que vous n'ayez rien fait. Mais à partir du moment où vous vous engagez à faire quelque chose, c'est votre marque qui est laissée. Par exemple, cette formation-là, nous allons la mettre sur YouTube. C'est une formation, c'est un webinaire qui est gratuit. Donc, nous pouvons nous dire que bon, c'est gratuit, on ne nous paie pas, on ne gagne rien. Donc, pourquoi nous gêner? Nous allons juste faire quelque chose, etc. Mais nous ne savons pas qui verra cette formation ce soir, qui verra cette formation dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, nous avons le devoir d'y accorder le maximum de qualité qu'il nous est possible d'y accorder. Donc, faites de la qualité de votre travail votre marque. C'est fondamental. C'est fondamental. Et je vais finir sur ça en disant que, en fait, votre marque est indépendante même du domaine dans lequel vous êtes. Je parlais tout à l'heure de la dame qui était fonctionnaire internationale. Je vous assure que à partir du moment où elle a commencé par produire des produits agricoles dans sa ferme, ceux qui la connaissaient comme fonctionnaire internationale vont rattacher l'image qu'ils ont d'elle dans son métier de fonctionnaire international à la qualité des produits qui sortiront de sa ferme. C'est-à-dire que s'ils trouvent que c'est une personne excellente, elles vont automatiquement s'imaginer que les produits qui sortiront de la ferme seront excellents. Alors que c'est 2 domaines totalement différents. Donc, votre marque va vous suivre, quel que soit le domaine dans lequel vous serez appelé à exercer. Donc, je répète, pour finir sur ce point, ce n'est pas peut-être parce que vous n'exercez pas dans le domaine de vos rêves que vous allez faire un mauvais travail. Parce que même quand vous voudrez aller dans votre domaine de prédilection, la marque que vous avez laissée va vous suivre. La marque que vous allez laisser va toujours vous suivre. Et va même perdurer, même quand vous ne serez plus là. Donc, faites de la qualité de votre travail votre marque. Troisième pratique pour s'épanouir professionnellement, mettez vos points forts en avant. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes naturellement des êtres humains avec des points forts et des points faibles. Mais en réalité, vous devez capitaliser sur vos points forts. Capitaliser dessus en ce sens que vos points forts doivent pouvoir, au quotidien, lorsqu'on vous voit, on doit pouvoir remarquer quelles sont vos qualités. On doit pouvoir savoir quels sont les domaines dans lesquels on peut compter sur vous. On doit pouvoir dire que si c'est telle chose, c'est vous qu'il faut qu'on appelle. Donc, si vous n'arrivez pas à mettre vos points forts en avant, si vous êtes juste un individu lambda dans votre environnement professionnel, c'est que vous n'êtes pas encore en train de travailler à vous épanouir. Vous êtes peut-être juste en train d'essayer de joindre les 2 bouts. En oubliant ce que j'ai dit tout à l'heure, chaque fois que vous êtes en train de faire un travail, aussi petit soit-il, vous laissez votre marque. Donc, mettez vos points forts en avant. Faites-vous remarquer par vos qualités. Mettez-les en avant de sorte à ce que l'on puisse savoir
quelles sont les qualités que vous possédez et l'on puisse capitaliser sur ces qualités-là. Quatrième point, très important également, devenez un distributeur de bien-être. Devenez un distributeur de bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous connaissons tous les distributeurs des guichets automatiques pour ce qui concerne l'argent. Les guichets automatiques, ce sont des dispositifs qui permettent de prendre de l'argent. Donc, un distributeur de bien-être, c'est une personne qui donne du bien-être. C'est une personne au contact de laquelle vous ressentez que la personne vous apporte une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être dans le respect que vous accordez aux personnes que vous avez en face de vous, quelle que soit leur position. Et donc, la personne, même la plus petite personne de votre environnement professionnel, quand elle vient vers vous, elle est sûre qu'elle aura du respect. C'est une contribution à son bien-être. Ça peut être le fait que la personne sache que si j'ai un problème et que je vais vers cette personne-là, j'aurai une oreille attentive. Elle va m'écouter. Peut-être elle va me donner des conseils. Ça peut être que lorsque j'ai une difficulté par rapport au travail, si je vais vers lui, je vais trouver des solutions. Ou ça peut être tout ça ensemble. Et puis, il y a bien d'autres choses que vous pouvez faire. Mais dans tous les cas, vous devez avoir à l'esprit que pour chaque personne dans votre environnement professionnel, vous devez, au-delà du travail que vous faites, contribuer autant que vous pouvez au bien-être de chacun. Ça veut dire que vous devez devenir un ambassadeur de la cohésion dans le milieu où vous êtes. Pourquoi? Parce que tout le monde a envie d'être en interaction avec quelqu'un qui le valorise. Et si vous êtes cette personne-là, les gens auront beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Et quand c'est le cas, c'est votre valeur même qui augmente. Parce qu'on sait que vous êtes essentiel à la cohésion de l'environnement. Et vous n'êtes pas sans savoir que vous recevez ce que vous donnez. Et vous donnez ce que vous avez. Si vous donnez du bien-être, c'est que vous en avez au fond de vous. Et parce que vous donnez du bien-être, vous allez en recevoir en retour. Même si ce ne sont pas les personnes là directement qui vous sont reconnaissantes, la nature même se chargera de vous donner du bien-être en retour. Donc, l'épanouissement professionnel passe par la capacité à devenir un distributeur de bien-être. Cinquième clé, cinquième moyen, nourrir votre être intérieur. Je l'ai dit tout à l'heure, vous donnez ce que vous avez. Et vous ne pouvez pas donner du bien-être si vous n'avez pas du bien-être en vous. Or, pour pouvoir avoir du bien-être en vous, vous devez semer et arroser ce bien-être-là. Vous devez être conscient que votre bonheur commence par une décision. Votre bonheur n'est pas le résultat du fait que tout va bien dans votre vie. Mais votre bonheur est le résultat du fait que vous êtes conscient que quelle que soit la façon dont votre vie se passe actuellement, vous avez des choses pour lesquelles vous devez être reconnaissant. Vous avez des choses pour lesquelles vous pouvez vous aussi vous tenir debout et rendre grâce à Dieu. Et donc, ce bonheur intérieur-là, vous devez le nourrir, vous devez le travailler, vous devez vous réveiller chaque jour
en ayant la conviction que vous êtes en train de vivre une merveilleuse journée. Et parce que vous brillez de l'intérieur, vous pourrez faire jaillir cette lumière-là sur les autres. Et au-delà, quand on dit nourrir votre être intérieur, je mets dans l'être intérieur même les dimensions intellectuelles. J'ai dit tout à l'heure que le distributeur de bien-être, c'est la personne vers qui on va et chez laquelle on peut trouver des solutions quand on a un problème. Mais là encore, on ne donne des solutions que parce qu'on les a. Mais pour pouvoir avoir les solutions, c'est parce que vous avez travaillé à connaître. Vous avez travaillé à acquérir de la valeur du point de vue intellectuel. Donc, vous avez investi en vous par la lecture, par des formations, etc. Et c'est parce que vous avez fait tout ça que vous êtes capable de donner. Donc, nourrir votre être intérieur, c'est sur différents aspects, spirituels, intellectuels, émotionnels, etc. C'est sur tous ces aspects-là que vous devez nourrir votre être intérieur pour que cela vous rende capable de pouvoir contribuer d'abord à votre bien-être à vous et ensuite au bien-être des autres. Et dernier principe pour pouvoir s'épanouir professionnellement, dernier principe, faire un bilan permanent orienté action. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que de façon périodique, vous devez faire le point de où vous en êtes professionnellement. Vous devez faire le point en vous demandant qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je dois garder, etc. Donc, quand vous posez ces questions-là, vous faites le point, vous faites la liste de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce que vous devez garder, de ce que vous devez changer. Et on précise bien, bilan orienté action. Pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas juste de constater que telle chose va bien ou que telle chose va mal. Le but, c'est de pouvoir, à la fin du bilan, vous engager dans l'action pour améliorer les choses qui ne vont pas bien et pour faire en sorte de continuer par garder le cap des choses qui vont bien, voire relever le cap encore un peu plus haut. Parce que nous sommes des êtres perfectibles et nous sommes donc appelés en tant qu'être perfectible, à travailler au jour le jour, à parvenir à la perfection. Donc, faites un bilan permanent orienté action. Cela vous permettra de toujours et toujours être dans une logique d'amélioration par rapport à vos résultats, mais au-delà, par rapport à votre bonheur et à votre bien-être dans votre environnement professionnel. Donc, voilà les 6 points pour s'épanouir professionnellement. Je reviens les présenter rapidement et puis nous allons prendre les questions et clôturer en beauté ce moment de partage. Donc, le premier point, c'est le principe du focus sur la lumière. Concentrer mon esprit sur les choses qui vont bien dans mon environnement professionnel et être rempli de gratitude pour cela. Et en le faisant, je vais donc constater que de plus en plus, mon esprit sera tourné vers ces choses-là et de plus en plus, ces choses-là vont prendre de l'importance dans mon environnement. Deuxième chose, faire de la qualité de votre travail votre marque. Chaque fois que vous faites une toute petite action, elle traduit votre empreinte. C'est votre empreinte que vous laissez. Peu importe combien on vous paie pour la chose, peu importe dans quelles conditions vous faites la chose, c'est votre marque. Et votre marque va vous survivre. Donc, ce n'est pas simplement une question de « on me paie tel », mais c'est une question qui engage votre nom sur de longues années. Parce que l'image que les gens ont de vous va déterminer comment ils réagissent envers vous,
comment ils vous traitent et même comment on traite après des gens qui vous sont liés. Donc, faire de la qualité de votre travail votre marque. Troisième point, mettre vos points forts en avant, mettre vos qualités en avant. Quatrième point, devenir un distributeur de bien-être, contribuer à donner à chacun quelque chose qui contribue à son bien-être. Ça peut être du respect, de l'écoute, des solutions, etc., etc. Cinquième point, nourrir votre être intérieur parce que vous ne donnez que ce que vous avez. Et pour pouvoir avoir, vous devez semer cela, l'entretenir au fond de vous. Et enfin, dernier point, faire un bilan permanent orienté action. Donc voilà les 6 principes clés pour pouvoir s'épanouir professionnellement. Et nous venons de finir le troisième point. Le troisième et dernier point, je vais donc vous laisser la parole si vous avez des questions directement dans la discussion. Wow.